Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ici pour cette présentation que je vous propose sur ce plan. Je vais vous faire très rapidement un petit focus sur la chaîne cyber en gendarmerie pour que vous puissiez un peu vous refléter ce qu'elle est, comment elle est structurée et surtout quels interlocuteurs vous pourrez trouver lorsque vous serez malheureusement victime d'un problème numérique. Je vais me contenter de faire deux focus sur deux infractions qui sont quand même très très prégnantes, on l'aura remarqué, ce qui est rançongiciel et faux ordres de virement, surtout au niveau TPE, PME, TI, collectivité, etc. Et je vous parlerai enfin de rapidement quelques autres menaces. Mon propos ne sera pas exhaustif, hein. Naturellement on pourra rajouter plein de choses et je pourrais sur l'ensemble du spectre vous faire toute une journée de présentation. Donc s'agissant de la chaîne cyber en gendarmerie, pardon. Donc on est structuré depuis un certain nombre d'années, naturellement, mais on a le ComCyberMI qui a été mis en place de manière carrée à partir du 1er décembre 2023, qui se structure sur 4 grandes entités principales. Donc, comme vous pouvez le voir, son état-major, une division des enquêtes spécialisées et de la donnée. Alors, effectivement, nous aussi, on fait beaucoup d'acronymes, hein. Je mettrai une pièce. La division de la stratégie, de l'anticipation et notre centre de formation à Lille, le CNF Cyber. Pour faire écho aux enquêtes et plus particulièrement rentrer dans le vif du sujet de tout ce qui va être derrière investigation numérique, l'unité nationale cyber a été mise en place également avec en son sein 3 divisions particulières, la division de la proximité numérique, la division des opérations et la division technique. Je passe très rapidement sur ces éléments-là, puisque ce qui va surtout vous intéresser, c'est la partie locale, la partie applicative. Alors effectivement, au niveau gendarmerie, vous l'avez vu, sur la partie centrale, on est sur le haut du spectre des infractions, et on va traiter tout ce qui est très très particulier, très pointu. En interrégional, on va pouvoir également trouver un relais avec les enquêteurs en nouvelles technologies NTech qui seront affectés au sein des sections d'appui judiciaire SAGE ou des sections de recherche SR. Et lorsque vous vous présenterez au niveau des brigades territoriales, eh bien, votre interlocuteur merci. Moi, c'est pas grave. Au sein des brigades territoriales, l'interlocuteur que vous allez trouver, c'est un militaire qui est formé à l'investigation aux cybermenaces également et qui sera en mesure d'entendre ce que vous allez lui expliquer. Donc les ICM, puisque c'est ce dont on parle, hein, l'investigation en cybermenaces, affectés en brigade territoriale ou en brigade de recherche, seront vos premiers interlocuteurs. Ils vont décrypter ce que vous leur racontez. Ils vont être en mesure de recevoir vos plaintes, d'effectuer les investigations numériques en lien et de rechercher en lien avec les enquêteurs NTech ce qui permettra d'avancer au niveau numérique dans le cadre de cette infraction. Les ICM sont placés naturellement au niveau du tribunal judiciaire compétent au sein de leur assiette territoriale, naturellement, puisque lorsque le dépôt de plainte est réalisé, c'est ce qui va nous permettre de mettre en œuvre toute l'armada, si je puis dire, de matériel mis à notre disposition pour investiguer. Alors naturellement, les cyberdélinquants, ils sont très bien organisés. On essaye de pouvoir répondre au mieux aux attaques dont les gens peuvent être victimes. Donc on a plusieurs catégories d'enquêteurs qui sont présents au niveau de la gendarmerie. Les enquêteurs en nouvelles technologies qui sont spécialisés criminalistiques, c'est-à-dire que ces enquêteurs-là vont pouvoir investiguer sur l'ensemble des matériels qui vont leur être apportés de manière à trouver les éléments de preuve et pouvoir lancer les réquisitions qui seront nécessaires pour pouvoir remonter aux auteurs des faits.
Les enquêteurs sous pseudonyme, alors l'exemple le plus flagrant dont vous avez certainement entendu parler tous, c'est ce qui va être enquête en lien avec la pédopornographie. Et lorsque un enquêteur va revêtir une identité imaginaire, on va dire, de petit garçon, petite fille, et qui sera hameçonné derrière par un délinquant. Les enquêteurs en source ouverte sur Internet, ce sont nos enquêteurs qui peuvent, sur tout ce qui va être l'Internet, aller rechercher les informations en lien avec une thématique donnée. Très dernièrement, on a eu des enquêteurs qui ont été formés au traçage des cryptoactifs, donc qui sont dits enquêteurs fintech, donc qui sont en mesure par rapport à un portefeuille de crypto-monnaies de pouvoir mener des investigations pour remonter à un échangeur et obtenir le cas échéant l'identité d'un malfaisant. Et enfin, nos enquêteurs référents TPE-PME, donc qui eux sont plus spécialisés dans la cyberprévention, en lien avec le CISERT, pourront mener des actions auprès des entités qui le souhaiteront. Voilà. Alors là, je vous ai résumé de façon très très succincte, très rapide de la chaîne cyber en gendarmerie, parce que sinon Jean-Charles il va m'engueuler en me disant je vais pas assez vite. Donc je vais passer directement sur la partie qui va concerner les rançongiciels. Alors, le rançongiciel, qu'est-ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est qu'un rançongiciel, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est un programme malveillant dont le but pour l'attaquant va être d'obtenir de la victime le paiement d'une pension. D'une rançon, pardon. Est-ce qu'on a des entreprises qui sont ciblées plus particulièrement que d'autres? Je ne pense pas. Après, ça dépendra de la volonté aussi du cybercriminel. Alors, qu'est-ce que c'est un rançongiciel? Vous avez vos données sur votre machine, à gauche. Voilà. Et elles deviennent ça. Alors, l'exemple pris, c'est l'exemple du rançongiciel Loki. Alors Loki, c'est un rançongiciel qui était très connu. Vos données sont chiffrées. Alors elles sont chiffrées, elles peuvent être chiffrées de diverses manières, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on n'aura pas le temps. La majeure partie du temps, effectivement, vous recevez un mail. Le mail est là une pièce jointe. On clique sur la pièce jointe, l'exécutable se lance. Vous ne voyez pas trop ce qui se passe et à un moment donné, l'attaquant décide de lancer son attaque et de chiffrer les données. Voilà. Elles sont inutilisables. Les seules choses que vous allez pouvoir trouver au niveau de votre machine par la suite, c'est quelque chose qui ressemblera à ça. Alors bon, on l'a traduit, hein, mais souvent c'est en anglais. Dans cette note de rançon, nous, ce qui va nous intéresser pour pouvoir investiguer, c'est le portefeuille Bitcoin. Parce que le portefeuille Bitcoin, avec nos enquêteurs spécialisés FinTech, comme je vous l'expliquais précédemment, on va pouvoir essayer de le tracer sur la blockchain, voire peut-être nous mener à une identité. C'est quelque chose qui est assez chronophage et qui va prendre beaucoup de temps. Naturellement, hein, je fais cet aparté, que l'on soit sur du rançongiciel ou qu'on soit, comme je vais le présenter, sur du faux-vie, le dépôt de plainte est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on va être à l'international. À l'international, on a besoin d'adresser des réquisitions, peut-être de faire de la coopération. Donc naturellement, l'armada d'investigation numérique qu'on peut réaliser sera plus abouti. La deuxième chose qui nous permettra d'investiguer au niveau d'un rançongiciel et de cette note de rançon, ça sera naturellement l'adresse mail qui va nous être fournie et qui nous permettra derrière de pouvoir lancer le cas échéant des réquisitions. Alors très souvent on va retrouver des adresses mail qui sont des adresses mail type Proton Mail ou des adresses mail jetables. Aujourd'hui, les investigations qu'on va mener, elles sont plutôt probantes au niveau de ce qui est du portefeuille Bitcoin. Alors, nous, qu'est-ce qui va nous permettre d'orienter nos investigations et qu'est-ce qui va être nécessaire d'obtenir comme information quand vous allez venir déposer plainte? Eh bien, il va falloir qu'on ait des informations sur le détail et la chronologie de l'incident dont vous avez été victime.
on va vous interroger, et ce qui va nous intéresser, c'est le patient zéro. Je fais écho avec ce que je vous ai dit précédemment, notamment nos NTech SOLC, qui derrière vont investiguer en termes de criminalistique. J'ai dit un acronyme, mais je l'avais traduit avant. Donc ils pourront investiguer en termes criminalistiques sur la machine qui va nous être confiée le cas échéant. Alors tout ça se fait en lien avec les sociétés de remédiation. Encore une fois, j'entre pas dans le détail ultime de ce qu'on va faire, hein, mais tout ça est fait en bonne entente avec les sociétés de remédiation naturellement. Lorsque quand par chance la personne qui va arriver à la brigade nous dit pas parce qu'elle n'aura pas appelé le CSIRT, on a tout remis à plat, on n'a plus rien. Donc derrière les investigations, rien ne sera faisable. Les journaux de log vont nous intéresser pour obtenir les adresses IP, parce que souvent les attaquants s'intéressent un peu à la vie de l'entreprise en amont. Donc derrière, on peut voir en lien, encore une fois, avec la société de remédiation, quand est-ce qu'il y a eu une activité qui est un peu bizarre au sein de la société. Donc on obtiendra des adresses IP qui peuvent nous permettre d'avancer. L'analyse technique de l'attaque, j'y reviens pas, j'en ai parlé. La collecte d'échantillons de fichiers chiffrés, ça va nous intéresser sur la partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est division stratégie et investigation au niveau du ComCyber, qui derrière va réaliser des actions fines au niveau de ces échantillons de fichiers. Et naturellement, j'en ai parlé précédemment, les adresses de messagerie et les portefeuilles de crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum ou autres maintenant avec les crypto-monnaies exotiques. Hein. Voilà. Quelques conseils, mais alors là, encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, hein, je suis pas là, voilà, on en revient toujours à la même chose. Alors la sauvegarde des données, on en a parlé précédemment, naturellement, maintenir à jour les logiciels et les systèmes, ça c'est évident. Cloisonner le système d'information, si c'est possible. Hein. Après, j'ai bien conscience que au niveau de certaines sociétés, c'est peut-être pas jouable et ça sera peut-être compliqué. Il faut surtout aussi sensibiliser les collaborateurs, et vous verrez que sur le FOVI dont on va parler juste après, c'est quelque chose qui est primordial. Penser à sa stratégie de com, effectivement, si on est victime de quelque chose, c'est aussi très très important. Le plan de réponse aux cyberattaques, on en a parlé également. Je ne reviens pas dessus parce qu'il faut que j'aille vite. Hein. Et on limite peut-être les droits des utilisateurs. Ça aussi, ça a été abordé précédemment. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas forcément simple aussi, mais c'est quelque chose qui permet quand même de limiter et justement de cloisonner le déploiement d'un maliciel au niveau d'un SI. Voilà. Les faux ordres de virement. Alors, ce qu'on va appeler FOVI. Je ne mettrai pas dessous, non. Alors les faux ordres de virement internationaux, qui sont couramment appelés les arnaques au président, c'est des cyberattaques qui sont la majeure partie du temps basées sur l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, vous savez tous ce que c'est. On va rechercher sur Internet toutes les informations. Donc l'attaquant, il fait une cartographie de la société. Il va chercher toutes les informations probantes. Il effectue vraiment une analyse complète de l'entreprise. Qui bosse, qu'est-ce qu'il peut obtenir comme information sur la boîte, quand est-ce que le PDG est là, quand est-ce qu'il est parti, qui est la secrétaire, quand est-ce qu'elle répond au téléphone. Et très souvent, à la veille d'un long week-end, le président ou le chef d'entreprise quitte la société. Et c'est là que l'attaquant il va lancer son attaque, si je puis dire, son ingénierie sociale. Il aura fait effectuer donc ses recherches en source ouverte. Il aura pu trouver toutes ces informations. Hein. Encore une fois, je suis très très loin d'être exhaustif avec ce que je vous présente là. Des informations au registre du commerce. Enfin, quelque chose qui va le crédibiliser sur son appel. Voilà. Quelque chose qui va mettre en confiance son interlocuteur, toutes les informations qu'il va pouvoir derrière obtenir et qui vont faire en sorte que son interlocuteur au téléphone dira oui, je suis convaincu ou presque certaine que l'appelant, c'est bien la personne qui veut se faire dire. En l'occurrence, la majeure partie du temps, hein, sur des grosses entités, ce qu'on a pu voir,
Ça se passe de cette manière. On a collecté les informations, on connaît l'entreprise, ses dirigeants, et on appelle la secrétaire ou la personne qui est en charge des comptes de l'entreprise. Cas flagrant, cas école, la secrétaire qui est contactée par le PDG, dont elle connaît naturellement les coordonnées, mais qu'elle a peut-être même jamais rencontré en vrai, qu'il va mettre en confiance. Elle aura peut-être déposé sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations la concernant. Peut-être le fait que ce week-end ou à l'entame de ce week-end, je suis seul au niveau de la société. Le patron est parti avec son épouse aux États-Unis et c'est elle qui, aujourd'hui, est en mesure de réaliser peut-être des transactions financières, ou si elle la valide, de réaliser cette transaction financière. Donc c'est là que l'attaquant en profite pour lancer son appel, arriver au standard, mettre en confiance la secrétaire et essayer de provoquer ce virement vers l'étranger. Il s'agit de virement vers l'étranger. Donc là, à partir du moment où ça se fait, il va falloir agir très très vite si on veut espérer pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qui peuvent être mises en œuvre qui s'appellent notamment des procédures de recall. C'est des procédures qui doivent être faites immédiatement, sous certaines conditions naturellement, mais qui nécessitent forcément d'avoir pris contact avec son établissement bancaire, mettre en œuvre le dépôt de plainte pour essayer de stopper le transfert des fonds et espérer avoir un rapatriement des fonds vers la boîte. Voilà. Donc c'est très succinct ce que je vous explique là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour se protéger au mieux? Sensibiliser les collaborateurs naturellement, hein, le ressasser, faire de la formation interne, dire et redire ce qu'il faut faire et pas faire. Diffuser des procédures claires aux collaborateurs, ça c'est justement sur les actions de sensibilisation qui peuvent être faites. Mettre peut-être une procédure de vérification, de validation hiérarchique, c'est-à-dire qu'une double authentification, comme on en parlait, pourquoi pas, avant d'autoriser des transferts de fonds. Limiter les publications d'informations, oui, ça c'est aussi au niveau des actions de prévention, de dire que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. L'utilisation des mots de passe solides, ça sera pour des cas de compte de messagerie dans un deuxième temps. Voilà. Donc c'était très très succinct. On pourrait faire ça pendant beaucoup plus longtemps. Quelques autres types de menaces que je balaye très rapidement. Le phishing, tout le monde sait de quoi il s'agit, hein. Vous en êtes tous destinataires chaque jour de mails de phishing, où l'idée c'est d'obtenir les informations bancaires ou à minima peut-être des documents personnels, des pièces d'identité pour ouvrir des comptes et puis récupérer des fonds. On va trouver le défacement de site, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, on devient administrateur, hein, route, on a élevé ses privilèges et donc on modifie la page d'accès à un site web. Derrière les reventes de données, on a piqué des données sur une boîte. Alors ça peut se faire au niveau d'un rançongiciel, hein, et les informations peuvent être également présentes sur le darknet et elles peuvent être revendues très facilement, ou sous forme de demande de rançon, encore comme on en a parlé auparavant. On a tout un tas d'escroqueries. Mon animation ne se lance pas, Jean-Charles. Je suis déçu, j'avais fait une superbe animation pour laisser toutes les autres escroqueries. Donc naturellement, tout ce qui est en lien avec les malversations numériques, c'est énorme. Les infractions sont multiples. Les auteurs de ces infractions mettent en place sans cesse des nouvelles techniques pour pouvoir obtenir les informations et pour pouvoir récupérer des fonds, parce que la majeure partie, c'est soit vouloir nuire, soit récupérer des fonds. Et sans cesse, nous, au niveau force de l'ordre, on est obligé naturellement de trouver des parades, du moins d'essayer de trouver des parades pour pouvoir y répondre au mieux. Voilà. Tu as vu, j'ai tenu. Hein ? Je vous remercie.
est-ce que vous avez des questions liées ben voilà, je vois que Jean-Luc, tu peux m'activer un des deux micros pour Jean-Charles. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez parlé de prévention pour la limitation de diffusion d'informations au sein des entreprises. Comment on peut forcer nos collaborateurs ou employés à limiter cette diffusion d'informations? On parle notamment de photos, ça peut être un selfie avec un badge qui est une diffusion d'informations critique pour une entreprise. La prévention, c'est une solution, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut sanctionner un employé pour la diffusion d'informations qui peuvent être considérées comme critiques? Et quelles solutions autres que la prévention on peut mettre en place pour éviter ces diffusions d'informations, étant donné que le ROSO, ou l'OSINT pour les plus anglophones ici, est la meilleure source de renseignement aujourd'hui pour les cyberattaques ciblées, laquelle beaucoup d'entreprises, je pense ici, font face. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en dehors de la sensibilisation? Vaste question. Oui. Alors, au niveau des entreprises, naturellement, je ne pense pas qu'un chef d'entreprise puisse sanctionner un de ses employés parce qu'il aura posté telle ou telle chose sur les réseaux sociaux. En revanche, éduquer l'employé, c'est quand même quelque chose qui va rester primordial. Alors après, on est d'accord, hein. En revanche, les informations qui vont filtrer, il faut effectivement que cette dernière, elle puisse pas mener un attaquant à réaliser des actions négatives au niveau de l'entreprise. Après, mettre en place une autre parade au sein de la société, j'aurais tendance à vous dire, là c'est quelque chose qui doit être propre. Moi, je n'ai pas de réponse, particulière à mettre en avant dans le cadre de cette question, parce que ce qui va plus nous intéresser, nous, c'est pas cet aspect présentif, ça sera plus l'aspect éducatif. Et ainsi derrière, voilà. Bon, il y a quand même un point essentiel, hein. Vous devez avoir une charte informatique ou une PCCI interne à l'entreprise qui doit être signée par chacun des collaborateurs et dans lequel il doit y avoir un aspect sensibilisation et responsabilisation de chaque individu. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on ignore qu'on représente potentiellement un risque, qu'on ne représente pas, pardon, potentiellement un risque pour l'entreprise. Donc si votre charte informatique est bien faite, si la PSSI est bien en place, c'est déjà une première étape. Voilà. Et après, effectivement, il faut sensibiliser les gens, on est bien d'accord, à l'heure des réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Donc il n'y a que la sensibilisation derrière. Mais je pense que dans certains cas, vous pouvez très bien avoir, effectivement, si les conséquences pour l'entreprise sont graves, il pourrait très bien y avoir une démarche juridique derrière. Ça n'est pas exclu. Hein. Ça n'est pas exclu. Peut-être pour préciser aussi, le chef d'entreprise peut aussi mettre en place une veille ou une surveillance des réseaux sociaux de ses propres personnels. Hein. C'est pas interdit. Hein, à partir du moment où c'est de l'information publique, il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est peut-être une manière d'être alerté avant que l'irrémédiable se fasse. Bon, maintenant, parce que quand on parle bien sûr de cyberdélinquants, il ne faut pas se cacher la face. Il y a aussi des États qui le sont, qui entretiennent en tout cas des réseaux de cybercriminels à faire des actions informatiques. Là, ce sera beaucoup plus difficile à détecter parce qu'en fait, on sera dans une approche de type scène d'espionnage. Donc, ça sera plus difficile de savoir. Mais c'est toujours utile de connaître ce que font vos collaborateurs, notamment les plus proches et ceux qui détiennent une part d'information vitale pour l'entreprise. Savoir que, par exemple, Madame Intel sort avec un ressortissant russe, par exemple. Ça peut toujours être intéressant à savoir et à vérifier, ou demander à faire vérifier par des services spécialisés s'il n'y a pas un problème derrière. Alors, il y a un aspect aussi important merci mon général. Il y a un aspect important quand même aussi à prendre en compte, c'est aujourd'hui on a énormément de mobilité, nos personnels, c'est ce qu'on appelle la nomadisation dans votre charte informatique. Moi, je peux vous dire, je vais être cash. Ces derniers temps, chaque voyage en train, j'en fais à peu près toutes les semaines, j'interviens, je sensibilise des gens. Je me suis trouvé à côté d'une personne
chercheur d'un laboratoire dont je tairai le nom, qui est parti pendant 15 minutes, sa session ouverte, j'ai vu le titre. Quand elle est rentrée, je me suis pris 10 minutes de pédagogie dans le train. Je vous prie de m'excuser, mais je vais vous expliquer ce que je fais. Je peux vous dire que si j'avais été mal intentionné, je rentrais, je prenais tout, et c'était des sujets de santé. Voilà, donc un peu plus sensible. Voilà, donc, et il faut intégrer ça dans votre démarche. Vas-y, David. Après, c'est la pause. Un petit cas d'usage réel. Je suis en zone de police judiciaire. Je repars en voiture tout à l'heure. Et donc, je me fais cyberattaquer. Est-ce que, donc, le cas réel, les personnes me disent, ben voilà, donc ils ont porté plainte, etc. Ils ont donc conservé la preuve. Est-ce que la police judiciaire, ou donc la gendarmerie également, a l'obligation, entre guillemets, de regarder les preuves ou pas? Ou comment ça se passe? Parce que là, où on en est en termes d'analyse de la preuve, en fait, mon client me dit il n'y a pas eu de retour par rapport au dépôt de plainte. Alors, ok, oui. on force les gens à déposer plainte, mais pourquoi en fait? C'est souvent, mais de manière générale, c'est pas forcément pour des problèmes liés aux attaques informatiques. Lorsque vous déposez plainte, il n'y a pas forcément un retour qui est fait de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Alors c'est parfois difficile parce que dans un nombre important d'affaires, celui qui porte plainte est aussi, peut-être aussi, quelqu'un qui peut être soupçonné. Enfin, pas lui individuellement, mais ou ses proches, etc. Donc ça, c'est toujours très difficile, en cours d'enquête, de donner des informations. Mais ça peut arriver. Bon. En tout état de cause, s'il y a eu un dépôt de plainte, il y a forcément une pièce de procédure qui a été réalisée et qui a été transmise au parquet. Donc le procureur de la République, lui, a par contre la liberté au niveau des poursuites, il peut très bien classer sans suite, auquel cas il n'y aura rien. Et normalement, le plaignant devrait être avisé. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas le cas. Mais en tout état de cause, s'il n'y a pas, s'il a dit poursuivez l'enquête, les choses se font, même si ça peut prendre du temps, comme Jean-Charles l'indiquait, dans des procédures de faux vies, où vous partez avec des virements à l'international, si vous ne réagissez pas assez vite, et si par exemple, parce que l'intérêt d'un dépôt de plainte, c'est aussi d'avoir un magistrat qui va superviser l'enquête. Et quand vous avez un magistrat, vous avez la possibilité de faire de l'entraide pénale internationale. Et c'est cette entraide pénale internationale qui est décidée, qui permet aux enquêteurs qui ont... il y a tout un système de bureaux qui s'occupent justement des problèmes de virements bancaires, où ce sont des policiers qui sont dans ces bureaux-là et qui vont demander à la banque locale du pays destinataire des fonds de bloquer les fonds. Et ça se fait souvent par cette manière-là. Donc, voilà, mais maintenant, ça peut être très très long. Parfois, ça peut être court, mais je dirais que plutôt la partie investigation, surtout pour les fonds, est longue. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir. Oui. Je suis d'accord avec vous que de ne pas aller trop loin, c'est-à-dire de ne pas se faire justice soi-même. Vous êtes côté justice, entre guillemets, enfin c'est pas la justice, on va dire ça pour faire simple. L'entreprise ne doit pas ficher ses salariés, ne doit pas espionner ses réseaux sociaux. Enfin, il y a l'HUDPO, on doit protéger la vie de ses salariés. Donc il faut aussi balancer entre la cybersécurité et la vie de ses salariés. Aller analyser le proxy. C'est toujours un équilibre. Voilà, c'est ça. C'était juste pour préciser où vous devez faire l'analyse de risque, savoir ce que vous... Voilà. Mais si l'analyse de risque vous montre qu'il y a effectivement telle personne pourrait être ciblée, etc., la justice se prend en compte. Donc bon, voilà. Et comme je le disais, c'était des investigations sur des sources ouvertes. Bon. Précision utile. Merci beaucoup et on peut les applaudir. Merci beaucoup.